Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus sur le plateau de l'invité de Gabon en première. Nous recevons aujourd'hui Venant Tougou, fondateur de l'ONG Génération Ekan. Venant, bonjour. Bonjour, Monsieur Tsipra. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Première question, c'est quoi Génération Ekan? D'accord. Génération Ekan, je vais me permettre de prendre la parole aujourd'hui, pas pour moi, mais pour tout le groupe. Le groupe Génération Ekan, c'est une ONG qui fait dans la culture Ekan en particulier, mais en général la culture africaine. Alors, culture Ekan, c'est-à-dire Ekan, c'est quoi? La culture Ekan, en fait, si on... pas que ce soit en français. Non, effectivement, vous voyez, on a mélangé deux mots. On apprend génération qui vient de français, c'est francisé ça. Après, on a ajouté Ekan. Ekan, si vous voulez, c'est le peuple, c'est le grand peuple de l'Afrique centrale, généralement qu'on appelle des Fans ici au Gabon. Mais c'est un peuple, pour définir, pour faire la synthèse du mot Ekan, ça veut dire louange, adorateur. Donc c'est un peuple de Dieu, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Est-ce qu'il faut utiliser le concept fan ou le concept Ekan? Bon, il faut dire que génération Ekan, il faut dire génération Ekan. Il ne faut pas dire génération fan, parce que si vous dites génération fan, vous mettez en exergue tout ce qui est d'autres peuples du groupe Ekan. On compte de 52 dialectes aujourd'hui. Donc si on dit fan, on va s'arrêter uniquement au Gabon, entre parenthèses. Est-ce qu'il y a une localisation dans l'espace de ce que vous appelez groupe Ekan? Oui, le groupe Ekan, c'est un grand groupe. Je dirais, c'est le deuxième plus grand peuple d'Afrique aujourd'hui. Là, si on compte les trois grands peuples, on a les Sérères, on a les Ekans, après on a les Zoulous en Afrique du Sud. Donc maintenant, si on veut les localiser, on peut bien les localiser en Afrique centrale, généralement au Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Congo et la République centrafricaine. Vous ne vous avancez pas un peu trop en disant que c'est sinon le deuxième grand groupe? Vous avez les Peuls, vous avez les Touaregs. Ben, si vous rentrez dans l'historique des populations, vous rentrez dans les peuplades du continent africain, vous allez trouver qu'il n'y a pas plus grand que toi. Alors, est-ce que vous avez dans votre banque de données des chiffres pour nous dire à peu près à combien on peut nombrer les Ekans? Bon, il faut dire que si on se base sur les anciennes statistiques, on les compte environ à 6 millions aujourd'hui. Maintenant, la nouvelle statistique avec la démographie qui s'ajoute et qui prend l'ampleur de plus en plus en zone Afrique centrale. La CAC et la CEMAC vous en diront plus. Les Ekans aujourd'hui font un nombre beaucoup plus conséquent qui pourra peut-être atteindre 6 à 7 millions de population, 7 à 6 millions de têtes. Voilà. Alors, dans un contexte où on a vite fait de crier au repli identitaire, ouais, et où on fragilise beaucoup plus le vivre ensemble, ouais, est-ce que vous ne trouvez pas que faire la promotion de cette génération, que vous dites génération Ekan, ouais, vous mettez un peu à rude épreuve les efforts de bâtir l'unité nationale? Justement, il y a unité nationale lorsque on reconnaît la diversité linguistique et la diversité culturelle d'un pays. Le Gabon est riche en matière de diversité culturelle et de diversité linguistique, je vais dire. Et je vais emprunter le thème qui a été utilisé par le ministère de la Culture récemment, lors de la fête de la culture. C'était construction de la nation et la diversité culturelle. Ça là, c'est bien. À partir de là, il va falloir que les fils et filles de ce pays-là s'asseyent, qu'ils parlent uniquement de la culture pour faire un pays, pour construire un pays en paix, un pays qui va en avant, comme les autres, bien sûr. Donc, moi, je vois pas le problème de recul identitaire, quoi. Par contre, ça devrait faire un apport, ça devrait encourager les autres groupes, les autres peuples de ce pays-là à œuvrer ensemble si on peut construire quelque chose dans la culture pour que le pays va en avant. Dans votre ONG dite Génération Ekan, d'ailleurs, il s'agit de quelle génération? Est-ce que c'est une globalité ou alors vous avez des tranches d'âge bien précises dans la génération Ekan? Oui, non, je dirais qu'il n'y a pas de tranche d'âge précise dans Génération Ekan. Au fait, Génération Ekan, c'est juste des groupes, c'est des peuples, comme tu vois, des enfants, comme on dit. C'est un groupe de jeunes filles et fils qui ont suivi les écrits
et les dires des anciens, ceux qui sont passés, nos prédécesseurs qui sont passés avant nous. Aujourd'hui, beaucoup sont décédés, on leur rend hommage, on les appelle chez nous les guerriers. Après, il y a d'autres qui sont encore dans les universités, des immenses professeurs qui sont un peu partout, Grégoire Biyogo, Ngom Priva, ils sont nombreux, je ne peux pas tout citer, Angèle Ondo, je ne peux pas tout citer. Après, nous, on se base sur ce que nos anciens nous ont légué, que ce soit oral, écrit, et que nous, on apprend à partir de là, on enseigne à la jeunesse qui vient en dessous de nous, nos enfants, les enfants, pour qu'eux, ils comprennent, qu'ils se rapproprient de leur culture. C'est cela notre mission. Notre mission, ce n'est pas inventer la culture. On n'invente pas la culture. La culture, on l'a acquise. Après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Mais on la transmet. Si on la garde pour nous, ça va disparaître. Alors, on a du mal à percevoir ce concept de culture. Oui. Lorsque vous parlez de culture, vous parlez de quoi exactement? Est-ce qu'il y a un élément ou des éléments bien précis que vous ciblez? Aujourd'hui, oui, effectivement, aujourd'hui, je dirais que le premier élément en matière de culture aujourd'hui, quand on regarde la culture africaine, hein, je parlais comme ça là, c'est la langue. C'est la langue. Il faut bien qu'on fasse ressortir notre langue. Si on ne fait pas, si on ne parle pas notre langue, on ne pourra pas parler de culture. Sur quoi tu vas te baser pour parler de culture? Je reviens toujours à ma question. Si tu veux vers ma question de départ. Oui. Alors là, on va parler de la langue écan ou bien de la langue fan? La langue fan. Ah, là, on ne parle plus de langue écan. On parle maintenant de la langue fan. La langue fan parce que quoi, le grand peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le peuple écan. Mais il faut bien, nous ne sommes pas des Européens où tu vas trouver français qui parle français, tu vas trouver anglais qui parle anglais, tu vas trouver... bon, nous ne sommes pas comme ça là. Il faut bien faire le distinguo entre le peuple et la langue qu'il parle. Nous sommes des écans, on parle fan. Et dans le fan, il y a des variantes, ce qu'on appelle les dialectes généralement. Tu peux avoir le fan Ntoumou. Moi, je suis fan Ntoumou, je suis de Bitam, je parle fan Ntoumou. Ma soeur parle fan Okak, l'autre va parler fan Mvein, l'autre va parler fan Meke, qui est dans l'estuaire. Après, tu as le fan Boulou, tu as le fan Miwo, tu as le fan Mbondom, il y en a beaucoup. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est 52 dialectes. Et tout ça, ça se comprend, ça se complète? Bon, c'est les enfants des mêmes patriarches. D'accord. Alors, une question que j'aurais dû vous poser dès le départ. Oui. D'où vous est venue l'idée de créer l'école Écan? Oui, l'école Écan vient, vous savez, mes frères et moi, nous avons suivi en 2013 une conférence qui avait été organisée par la CIAC. La CIAC avait dit de renouer avec les cultures africaines. Certes, la CIAC, on va la définir comme des politiciens qui se regroupent. Après, ils ne parlent que politique. Mais tous ne sont pas politiciens. Tous ne sont pas politiciens. Dans la CIAC, il y a une cellule qu'on appelle cellule culturelle. Et dans cette cellule culturelle, il y a des choses qui se disent. Sur les choses qui se disent, mais il y a très peu qui se font. Nous, on a juste regardé l'émission de la télé. On a dit, écoutez, je crois qu'on peut créer quelque chose. Nous croyons que nous pouvons créer quelque chose, non seulement pour nous, mais pour des générations futures. Parce que le constat est simple aujourd'hui là. On rentre dans nos villages, on trouve des enfants qui parlent français dans nos villages. On trouve dans nos villages une grand-mère qui parle français avec son petit-fils. On trouve à Libreville également, papa fan, maman fan, le premier fils fan et parle fan, mais le dernier ne parle pas fan, il ne comprend même pas dans une même maison. En ce moment-là, il y a un problème. En ce moment-là, il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, la langue peut disparaître. Et si la langue disparaît, c'est le peuple qui disparaît. En quoi tu vas te définir si tu ne parles pas ta langue? Donc, à partir de ça, on s'est posé tellement de questions qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est vrai qu'on est jeune, comme on dit, mais la culture n'a pas de jeunesse. D'accord. Et vous vous êtes déjà déployé sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà mené des activités dans le but de promouvoir justement l'école Écan? L'école Écan. L'école Écan, on l'a créée en 2017, l'année dernière. L'école Écan a été créée en novembre, plus précisément en novembre 2017. Nous avons ouvert les portes à Bessieux, au lycée Bessieux. Déjà, je tiens à remercier les responsables de cette institution. Donc, physiquement, ça se trouve? Bien sûr, on a dispensé... C'est pas comme une université mais non, on a dispensé les cours. On a dispensé les cours cette année à Bessieux, à l'école Bessieux.
au lycée Bessieux, on a dispensé les cours, on a ouvert les classes en novembre 2017. On a fait le premier cours en décembre et là on a fait le dernier cours le 8 juin 2018 et c'était la fin de notre année académique, comme on dit, année académique. Est-ce que vous venez en aide aux enseignants de la langue fan dans les établissements? Vous savez qu'il y a quelques années, le gouvernement avait lancé l'apprentissage des langues nationales dans les établissements, notamment le fan. Est-ce que vous venez en aide à ces enseignants qui se débrouillent tant bien que mal à enseigner la langue écan? Bon, nous allons dire que quand le gouvernement lance une initiative, il ne la lance pas seulement pour une langue donnée. Le gouvernement lance pour l'ensemble des langues de ce pays-là. Donc, est-ce qu'on est des professeurs? Comme je viens de vous le dire, l'école a été lancée il y a pratiquement un an. Il y a tout un mécanisme qui est en cours, en préparation aujourd'hui là pour établir des partenariats, non seulement avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous savez, l'enseignement sur des générations d'hommes, les générations d'individus, c'est ma génération qui est dans les lycées et collèges, je dirais même qui est dans le supérieur aujourd'hui là, qui dispense des cours, vous comprenez? Donc, si on arrive à établir des ponts d'enseignement, ça veut dire quoi? Je connais mon collègue de classe qui dispense le cours de philosophie au lycée Montalier. Vous comprenez? À partir de là, je peux tout simplement lui demander d'insérer certaines données de langue, certaines données de langue ou des interprétations en langue maternelle, comme on dit, en langue maternelle, dans son programme de cours. Ça veut dire quoi? Je vous prends un exemple. Comment on dit désir ou qu'est-ce que l'amour? C'est la philosophie, ça. Après, comment l'élève va répondre? Comment est-ce que l'élève doit répondre à ça? Est-ce que l'élève doit répondre comme définit l'amour dans le dictionnaire académique ou le dictionnaire Larousse? Si l'élève répond, c'est qu'il n'a pas compris sa culture. C'est qu'il n'a pas compris sa culture. Puisque tout le monde peut donner cette définition-là, il te suffit seulement de lire le dictionnaire, de donner la définition. Maintenant, si toute la classe donne la même définition, ça veut dire que personne n'a compris. Il faut sortir du néant. C'est ça l'école Écan. On parle d'école Écan. L'école Écan, c'est, comme on a dit, l'école de l'ONG Génération Écan. Mais Génération Écan, ce n'est pas seulement une génération appartenant à un peuple, comme on vient de le dire. C'est une génération consciente, la génération africaine aujourd'hui. D'accord, ok. Alors, les Blancs nous font souvent le reproche de dire que nos langues n'ont pas de phonétique. Ouais. Alors, on va enseigner la langue écan. Est-ce qu'il y a une phonétique pour ça? Au niveau du son, oui, d'accord, on peut entendre certains mots, Madigoua, Tara, mais est-ce que ça s'écrit? La langue s'écrit. La langue s'écrit. Il y a une phonétique franc? Mais avant la phonétique, c'est ce qui définit en quelque sorte de la prononciation de la langue ou d'un son. Mais si la langue s'écrit, si la langue se parle déjà, c'est que derrière, il y a une phonétique. Je crois que la question que vous devriez poser, c'est que comment identifier la phonétique en langue fan? Comment l'identifier? Vous comprenez? À partir de là, on peut s'entendre. Comment identifier la phonétique? Est-ce que la phonétique de l'enfant s'identifie comme la phonétique roumaine, la phonétique française, la phonétique... Non, à partir de là, on peut bien s'asseoir. On peut parler. Vous comprenez? Il y a eu des tentatives, par exemple, de traduction de la Bible en langue fan, etc. Mais est-ce que ça tenait compte d'un certain nombre de critères académiques pour traduire des textes? Il faut dire que, comme on vient de le dire, nos prédécesseurs ont fait un grand boulot. Et je rends hommage à Monseigneur Ndong François, qui n'est plus de ce monde, il est parti, mais ses œuvres sont là. Il a traduit la Bible en français, comme on le dit. Mais seulement, il y a un problème de fond qu'il faut faire. C'est un problème de fond qu'il faut faire. Quand vous interprétez la Bible que Monseigneur Ndong François a traduit, c'est un gros boulot. Mais dans quel dialecte il a traduit? Vous comprenez? Si moi je parle Mio et que je viens lire la Bible que Monseigneur Ndong François a traduit en Okak ou en Mékè, et je ne peux pas m'en sortir. Ce qu'on doit faire, le travail de fond, c'est prendre tous les textes français, on les traduit dans nos langues, si possible. Pourquoi pas prendre les nôtres, nos propres textes? Vous allez peut-être me dire que notre culture était beaucoup plus l'oral, je suis d'accord avec vous. Mais si nous sommes allés à l'école du blanc, nous savons lire, nous savons écrire, nous savons interpréter les choses, pourquoi ne pas aujourd'hui là
pouvoir expliquer ou bien pouvoir définir nos propres textes à nous, nos propres textes. Vraiment. Alors, il y a sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, un enseignant de philosophie a défrayé la chronique, je ne sais pas si vous avez regardé, Oui. il enseignait, là, je crois, un cours de philosophie en langue franc, Justement. et ça s'est allé dans tous les sens, chacun interprétait comme il l'entendait. Vous, quelle était votre lecture de ce cours-là? Bon, moi, vous voyez, j'ai suivi la vidéo là. Je crois que j'étais à Port-Gentil quand la vidéo est passée. J'étais à Port-Gentil et j'ai vu des commentaires qui vont de valo, comme on dit, ça va de gauche à droite. Et après, mon sentiment, c'est quand j'ai vu ça, j'étais très ému, j'étais très content. Content pourquoi? Parce que pour mieux comprendre qui tu es, il faut rentrer à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toi. C'est pourquoi la philosophie est importante dans la société. Pourquoi la philosophie est importante dans la société? Parce que le philosophe, c'est cet être-là qui se questionne. Et lorsque tu te questionnes, tu rentres dans toi. Ils appellent ça les degrés de soi. Il y a, je crois, toi, je n'ai pas fait philosophie, mais je comprends mieux la philosophie. Je suis quand même passé par l'école. Il y a des degrés de moi, comme on dit en philosophie. Plus tu t'interroges, plus tu rentres dans toi. Mais comment tu peux te comprendre toi-même si tu ne comprends pas ta langue? Comment tu peux te comprendre toi-même si tu ne comprends pas ta langue? Mais est-ce que vous aurez eu la même réaction si ça avait été, par exemple, un professeur? Parce que là, on a envie de dire que la chose passe parce que tout simplement, on est dans une localité peuplée majoritairement du peuple écan. Oui. Mais imaginez-vous que dans la même localité, ça avait été un professeur d'origine Nzebi qui enseignait en Nzebi et on sent que la majorité de la classe n'est pas composée d'élèves Nzebi, mais il dispense son cours. Alors, les autres élèves qui comprennent pas la langue Nzebi devaient faire comment pour s'adapter? Est-ce que vous aurez eu la même réaction, la même Non, regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se passe dans une salle de classe. J'ai des collègues professeurs, parfois moi-même je vais dispenser certains cours dans certains établissements. Il arrive que dans une classe, tu peux expliquer une leçon 2, 3, 4 fois sur 5 élèves. Je prends un cas précis, sur 5 élèves. Mais il y a 4 qui vont comprendre, il y a un qui ne va pas comprendre. Tu vas recommencer. 4 vont toujours comprendre, mais il y a toujours un qui ne comprend pas. Ce que fait le professeur, c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est la répétition, c'est l'art d'enseigner. Après, c'est au professeur de trouver des moyens pour que l'élève comprenne. C'est sa mission, il doit tout faire pour que l'élève comprenne. Qu'est-ce que je dois faire pour que cet élève-là comprenne ce que je dis? À partir de là, si je suis dans une région qui parle Nzebi, si je ne parle pas Nzebi, moi, je vais demander à l'élève, comment tu veux que je t'explique le cours? Si je t'explique le cours en Nzebi, il n'y a pas de problème. Allons voir le patriarche qui peut bien m'expliquer, qui peut bien comprendre déjà ce que je dis et il t'explique en Nzebi. Maintenant, si moi-même je suis Nzebi et que l'élève est Nzebi, je lui demande s'il comprend Nzebi et je lui explique en Nzebi. Ce n'est pas nouveau ce qui se passe au Gabon. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, c'était à l'école catholique de Mimban, c'est à Bitam là-bas. Il arrivait que dans une salle de classe, les enfants ne comprennent pas français. Mais puisqu'on a appris le français à l'école, pour la majorité, la génération 70-80, on a appris le français à l'école. Mais il arrive quand tu es dans une salle de classe, tu comprends même pas un mot français. Mais le maître qui est devant toi, eh bien, tu l'expliques, enfant. Manzona, et on makobana, wayenawana. Donc, je dis, quand je parle comme ça, tu dois entendre comme ça. Là. Et ça, c'est un apport culturel. D'accord. Et là, je prends pas ça. Et ça n'a même pas duré. Je crois que c'est une vidéo qui fait après quelques secondes près. Donc si le cours dure 2 heures, 2h30 parfois la philosophie, c'est pas à 2 secondes près qu'on va incriminer un professeur déjà qui a bataillé dur pour arriver. D'accord, ok. Alors, l'homme écan passe dans l'opinion des autres qui ne sont pas écans, même parmi les écans comme lui, oui, comme un être supérieur. Alors, est-ce que c'est un préjugé ou c'est pas un préjugé? Comme un être supérieur ou il est supérieur aux autres? Comme un être supérieur, ou alors il se croit supérieur aux autres. Oui. Alors, est-ce que c'est un préjugé ou c'est pas un préjugé? C'est lui qui a fait l'école, c'est lui qui est le plus intelligent, c'est lui le plus fort, avec la mythologie qui dit que c'est un guerrier, etc. Est-ce que... Bon, Monsieur Tsipras, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le peuple écan, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peuple valeureux. On ne connaît pas, on ne sait pas perdre, si vous voulez.
On n'a pas ce côté de perdant, en fait. Ça n'existe pas chez nous. Donc, ça a été comme ça, là, avant notre ère, ou avant notre histoire, avant l'an 0, avant que Jésus ne soit revenu chez nous. Ça a été comme ça avant, depuis la création. Et vous savez, la culture se transmet aussi, ça on ne vous dira pas. Ça se transmet non seulement de génération en génération, mais je dirais que ça se transmet par l'ADN. Vous savez, l'ADN c'est génétique. Et le code génétique ou bien l'ADN, personne ne peut mesurer sa longueur. Les biologistes aujourd'hui, là, ou bien, si vous voulez, les génétiques, ils mesurent ça, ils disent c'est 12 milliards de kilomètres. Vous comprenez que personne ne peut déchiffrer ce code. Pourquoi l'homme-fan est valeureux? Il n'est pas... Il est valeureux. Il est valeureux par rapport aux autres. En fait, au point où l'expression biloblob est devenue dévalorisante pour les autres ethnies. Non, c'est eux qui interprètent, justement, c'est eux qui interprètent l'expression biloblob comme une expression qui dévalorise une population. Non, mais ne prenez pas ça comme ça. Moi, je suis fan, toi, tu es Founou. Je ne comprends pas le Founou. Comment on va appeler ce distinguo-là? Comment on va appeler ça? Il faut bien trouver un mot. Quand les Européens sont arrivés ici, là, ils ont trouvé des autochtones de l'estuaire, n'est-ce pas? Quand ils ont trouvé les autochtones de l'estuaire, il y a eu une population qui venait de la brousse, qui venait de fin fond, ce qu'on appelle l'interland, qui revenait de la brousse et venir commercialiser avec les populations autochtones qui étaient au Mpongwe. Après, les Européens leur demandaient comment on appelle ces individus qu'on n'a jamais croisés, qu'on ne connaît pas. Mais puisque les populations autochtones ne pouvaient pas identifier les nouveaux partenaires ou bien les nouveaux peuples qui arrivent, ils ont trouvé un mot comme ça là qu'on peut les appeler, je ne sais pas. D'accord. Alors, est-ce que aujourd'hui l'homme-fan peut se fondre dans la masse? Est-ce que l'homme-fan peut aujourd'hui se fondre en milieu pour nous sans pourtant qu'on dise ah lui il est écan? C'est une très bonne question. Et vous savez, et on va terminer par là d'ailleurs. Voilà, c'est une très bonne question. La question, je l'aime bien. Et ce que je vais dire, c'est que pour te répondre, je vais m'inspirer de l'adage que disait mon grand-père. Il disait mon écan, anano angonevis, anekika akadom, baro okinyo. Je vais te traduire ça. Ça veut tout simplement dire que l'homme-fan, vous savez, est comme l'os. Tu vois, l'os du tibia là. Donc, il ne rentre pas dans le paquet. Si tu l'attaches, ben, il va sortir de l'autre côté. Ça veut dire que partout où il y a l'homme-fan, mais il va toujours s'identifier. Ça c'est clair qu'il va toujours s'identifier. Merci venant. Donc, je suis tenté de dire venant des Baume parce que. Oui, vous pouvez dire venant des Baume, c'est comme ça qu'on m'appelle. C'est mon nom écan, si vous voulez. C'est mon nom vet, si vous voulez. Vous savez, c'est aussi ça qui est bien avec notre culture. Ça veut dire que des sobriquets, ça existe depuis. C'est pas nouveau. Nous, on croit que c'est des Européens, des Occidentaux qui ont mené ça. Mais non, ça existe depuis chez nous. Les sobriquets, ça existe depuis chez nous. Donc, il faut rester dans ça. Il faut promouvoir ça. C'est aussi ça notre culture. Je vais finir pour dire, si vous voulez, que l'école Écan est là. Ce n'est pas une école fan, c'est une école d'apprentissage de la société. C'est une école d'apprentissage de mieux vivre. C'est une école de la conscience africaine en général. Voilà, c'est sur ces mots de Venant et Tougou que prend fin cette émission. Merci d'avoir suivi et à très prochainement sur nos antennes. Merci, monsieur.